Allez, retour sur le plateau de France 3 Provence-Alpes avec, vous l'avez vu, de nouveaux invités. Thierry Bézère pour des analyses. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir les premiers de nouveaux résultats. Alors, avec des résultats qui vont s'afficher. On part tout d'abord dans les Bouches-du-Rhône avec ce résultat pour Istres. Jean Etch et Nicole Julia du Parti Socialiste et d'Hiver Gauche qui sont en ballottage favorable avec 50% des suffrages. On part aussi à présent dans le Vaucluse avec ce premier résultat définitif pour ce premier tour. Jean-François Lovisolo et Noël Trinquier, Parti Socialiste, en ballottage favorable aussi avec 47,8%. Ça, c'est pour, bien sûr, la ville de Pertuis dans le Vaucluse. On reste dans le Vaucluse avec Carpentras, toujours dans le Vaucluse, Hervé de l'Épinot et Marie-Thomas de Maville du Rassemblement national sont en ballottage favorable avec presque 42% des suffrages. Carpentras où, bien sûr, le Rassemblement national reste très implanté. On reste dans le Vaucluse, autre ville où, bien sûr, autre canton où le Rassemblement national est très implanté, le Pontet, avec Daniel Brand et Joris Hébrard du Rassemblement national qui font 59,8% des voix, pas vraiment de grande surprise sur ce canton. On part maintenant dans les Hautes-Alpes avec ses premiers résultats. Marcel Cana et Valérie Garcin pour la ville de Guillestre. D'hiver droite, UDI, 85, presque 86%. Score incroyable et donc qui est élu. C'est le premier candidat, le premier binôme élu au premier tour et c'est donc dans les Hautes-Alpes. Dans les Alpes d'Haute-Provence, Oraison, autre résultat, Marie-Claude Brusa et Benoît Gauvon d'Hiver Centre qui sont en ballottage favorable avec 33,86% des voix. Voilà. 43,9% puisqu'on arrondit toujours au supérieur. Manosque, autre résultat, Manosque 3, Jean-Claude Castel et Marion Magnan, 50,24%, donc en ballottage favorable aussi pour les Républicains. La Seine, toujours dans les Alpes d'Haute-Provence, Evelyne Faure et Jean-Yves Roux en ballottage d'Hiver Gauche, 52,2%. Les derniers résultats, puis après on va passer au duplex, au direct, René Massette et Geneviève Primitera, Parti Socialiste, qui est en ballottage favorable avec 40,87%. René Massette, qui est le président sortant des Alpes d'Haute-Provence. Et on va retrouver d'ailleurs Véronique Bouvier, qui est avec donc le président sortant. On l'écoute, Véronique Bouvier. Oui, effectivement, je suis avec René Massette, donc, qui est en tête après ce premier tour. René Massette, vous êtes satisfait de ce résultat ou pas ? Je suis satisfait de ce résultat. J'obtiens un score de 80,87% des voix au premier tour, avec un concurrent qui sera qualifié pour le deuxième, enfin qui sera rattrapé pour le deuxième tour, qui est à 25 et quelques %. L'écart de voix est de plus de 400 voix. Donc je suis satisfait de ce résultat, même si je considère que la participation n'a pas été très forte et qu'elle a donné ce résultat-là, alors qu'avec une plus grande participation, comme en 2015, elle était de 54 et quelques, là on tombe à 38. Bon, il y a des reports qui se sont faits, il n'y avait pas la présence du Front National dans ce canton, il y avait un candidat de droite qui nous venait de Barcelonnette. Bon, tout ça a fait que finalement, les Dignois et les Dignoises et les électeurs de ce canton sont plutôt reportés sur moi, quelqu'un qui connaissait depuis longtemps, qui a toujours fait son travail correctement. Pour autant, au niveau du département dans son ensemble, il y a une inquiétude. Le département pourrait tomber pour la première fois depuis très longtemps dans l'escarcelle de la droite. Alors, la première mi-temps vient de se dérouler, c'est comme dans un match de rugby, il y a la deuxième mi-temps à jouer, et puis ensuite on verra ce qui se passe pour le troisième tour. Pour l'instant, d'après les résultats que j'ai, on s'attendait à une vague bleue énorme, elle n'est pas si énorme que ça, même si elle est présente. Et puis, je pense que la gauche résiste pas mal dans pas mal de cantons, même si on a quelques inquiétudes dans un canton ou deux. Bon, voilà, après on verra à l'issue du deuxième tour ce qu'il en sera pour l'élection du président. Merci beaucoup René Massette. Merci à vous, Véronique Bouvier. Vous étiez donc avec le président sortant, René Massette, qui se qualifie pour le second tour. Je vous propose à présent de partir à Marseille, retrouver Sophie Acarias pour nous parler donc de la situation du département des Bouches-du-Rhône. Sophie Acarias, on a vu, il y a une vague bleue qui semble déferler sur les Alpes d'Haute-Provence. Qu'en est-il dans les Bouches-du-Rhône ?
Rebonsoir Nathalie, alors vous le voyez, on est toujours à la porte, toujours compliqué d'avoir des informations, mais il y a quelques minutes seulement, Martine Vassal nous a envoyé un mail, elle pourrait s'exprimer ici même à 22h45. Les résultats tombent au compte-gouttes. Alors on sait que sur le canton d'Istres, c'est le binôme d'hiver gauche PS qui serait en ballottage favorable. À La Ciotat, là c'est le RN qui virerait en tête. Et puis Martine Vassal et son binôme Lionel Royer-Perrot sur ce canton Marseille 10 serait en tête avec 46% des votes. 85% des bulletins ont déjà été dépouillés. On se retrouve donc peut-être vers 22h45 et qui sait, à ce moment-là, nous serons peut-être à l'intérieur. Merci à vous, Sophia Carrier. Je rappelle que vous étiez à Marseille. On retrouve Thierry Bézère avec peut-être de nouvelles informations, car on garde un œil, bien sûr, sur les élections régionales. Oui, absolument. On attend la déclaration et la position de Jean-Laurent Fédizia, mais a priori, il est en train de parler là, mais a priori, Jean-Laurent Fédizia se maintiendrait au deuxième tour. Il se maintient, voilà, me dit-on dans l'oreillette. Jean-Laurent Fédizia se maintient pour ce deuxième tour des élections régionales. Il y aura donc dimanche une triangulaire. Nous aurons joué sur ce plateau Julien Aubert, deux députés de la République, Julien Aubert et Saïd Hamada, un député du département de Vaucluse, un des députés du département des Bouches-du-Rhône, un député LR et un député La République En Marche. D'abord vos réactions respectives sur le maintien de Jean-Laurent Fédizia pour le deuxième tour de cette élection régionale. Il est un petit peu surprenant dans le sens où il avait laissé entendre que par rapport à un risque de victoire du Rassemblement national, il prendrait ses responsabilités. Après, je pense que le résultat est assez piégeux, c'est-à-dire que comme on est sur un tiers de participation, on ne peut pas véritablement tirer des plans sur la comète parce qu'on ne sait pas quel sera le second tour. Il peut être très différent s'il y a, je dirais, une forte mobilisation. Et en même temps, on est sur un étiage où le différentiel est peu important, donc le risque semble bas. Et on sait que M. Governatori avait annoncé qu'il pourrait fusionner, et il fait plus de 5. Donc du coup, c'est vrai que pour Félicia, peut-être il se dit « je peux me maintenir ». C'est tout le piège des scrutins. Le rôle de l'abstention qui a peut-être joué un rôle, il peut aussi se dire qu'effectivement, il peut y avoir une capacité de mobilisation de son électorat dimanche prochain. Oui, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Oui, effectivement. Et puis ensuite, c'est vrai que pour les défenseurs de la proportionnelle, c'est toujours l'idée d'être présent et d'avoir la meilleure représentativité au sein de l'hémicycle régional ou national. Et donc, évidemment, je suppose qu'il se pose aussi cette question. Voilà, vous voyez le tweet là, de Jean-Laurent Fédizia qui s'affiche sur votre écran et qui donc annonce son maintien dimanche prochain à l'occasion de ce deuxième tour des élections régionales. Votre réaction, Saïd Hamada ? Bon, j'entends la volonté des gens de gauche qui sont présents sur cette liste de vouloir être présents dans l'hémicycle régional. Moi, ma boussole, ça reste quand même le fait qu'il faut tout faire pour que le Rassemblement national ne prenne pas cette région. Et donc, il y a un risque supplémentaire, évidemment, à ce que cette liste se présente, parce que cette liste se présente, à ce que le Rassemblement national prenne la région. Moi, j'aimerais dire qu'il y a un troisième scénario possible aussi, et qui n'est pas fermé tant que les listes ne sont pas déposées, c'est que M. Fédizia et M. Mesulet s'entendent pour créer, j'allais dire, une digue des démocrates et des républicains pour empêcher que le Rassemblement national... Une fusion, mais une fusion, j'allais dire, responsable. C'est-à-dire que la gauche pourrait être... Oui, mais il y a différents types de fusions. C'est-à-dire que si vous me permettez... On a entendu parler d'accords techniques, mais en fait, qui était une fusion... Non, mais c'est une fusion, mais qui peut avoir des scénarios différents. C'est-à-dire que vous pouvez dire, nous fusionnons nos listes, mais dans l'hémicycle, il y aura un groupe d'opposition qui serait formé par la gauche et un groupe majoritaire avec Renaud Muselier comme président. Il pourrait y avoir une fusion complète, où les deux camps, entre guillemets, partagent la responsabilité. Donc on n'est pas exactement sur les mêmes fusions, entre guillemets. Julien Aubert, vous étiez opposé au fait que Renaud Muselier intègre sur sa liste des représentants ou des sympathisants de la République En Marche. Comment est-ce que vous percevez cette idée qui est je pense qu'il y a des fusions évoquée par Saïd Hamada ? Je pense qu'il y a des fusions qui peuvent créer des fissions, comme dans le nucléaire. Disons que vous comprenez... Non, mais la fission, elle est déjà en marche, de toute façon, non ? Oui, c'est très bien. Mais, non, mais vous comprenez bien que l'élection, pour quelqu'un qui vient voter, dire qu'il va voter pour une liste unique, dont une partie siégera dans la majorité et l'autre siégera dans l'opposition, d'abord, c'est un peu illisible. Et ensuite, il faut faire très attention, parce qu'il y a dans le public de gens qui s'abstiennent ou qui votent Front National, des gens qui disent, mais finalement... Tout ça est blanc bonnet et bonnet blanc. Les gens sont là pour maintenir et garder leur siège. Et ils se disent que tout ça est fait non pas au nom de la République ou quoi que ce soit, mais uniquement pour garder des positions. Attention à ne pas envoyer un message inverse, je dirais, par rapport à l'objectif recherché, c'est-à-dire
à plutôt remobiliser des gens protestataires qui diraient il y en a marre finalement de ces arrangements entre amis, on va les sanctionner. Julien Aubert, à la vue de ce résultat pour Renaud Muselier, qui est un résultat, j'allais presque dire inespéré, en tout cas à la vue des sondages qui se sont succédés et qui donnaient quasiment au même score, mais qui donnaient Thierry Mariani beaucoup plus haut. Est-ce que finalement il n'a pas eu raison de faire cet accord, Renaud Muselier? Avec le recul, quelle est votre position? Est-ce que vous gardez celle qui était la vôtre Vous savez que moi, je n'étais pas d'accord avec sa stratégie. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Je reconnais bien volontiers, si vous voulez, que ce soir, pour lui, par rapport à la région, c'est plutôt gagnant, puisque effectivement, il se retrouve à talonner Thierry Mariani. Pour mon département, le Vaucluse, où le RN réalise des scores toujours très forts et où la droite est en passe de disparaître dans certains éléments du département, évidemment, je suis beaucoup plus préoccupé parce que on a un résultat global, mais il faut voir aussi comment c'est perçu. Et effectivement, je viens d'un département où ça a été très mal vécu. Maintenant, je dirais le vrai sujet, ça va être... Bon, aujourd'hui, je vous disais, la participation est assez faible, donc ça permet quelque part... L'avantage, c'est que finalement, on se dit, voilà, Renaud Muselier peut gagner, il n'y a pas de problème, mais avec le maintien de M. Félicia, avec le fait qu'il peut y avoir une remobilisation, ça peut être très piégeux parce qu'on peut avoir un second tour assez différent. Alors, on reviendra sur les tensions qui ont été aussi très vives au sein de La République En Marche, mais juste avant, Nathalie Ramirez, oui, avec vous. Nous allons rejoindre Mélanie Frey, qui est au QG de Jean-Laurent Félicia. On vous écoute, Mélanie. Donc, il a dit qu'il se maintiendrait, vous confirmez? Oui, je confirme. Il est en train d'être interviewé par les journalistes, là, mais il nous a fait sa déclaration. Et il y a eu un sentiment ici de délivrance. Les militants ont exprimé leur joie, ils l'ont longuement applaudi. En fait, on sentait depuis le début de la soirée qu'ils n'étaient pas prêts à s'effacer pendant si longues années. Ils souhaitent que leurs idées de gauche, leurs idées écologistes, soient représentées, soient portées au sein de l'hémicycle du Conseil régional. Alors, il faut dire que pour eux, la menace d'une victoire du Rassemblement national s'éloigne et c'est pour ça qu'en quelque sorte, ils s'autorisent à se maintenir et on le sent que cette semaine, le défi, ça va être de mobiliser les abstentionnistes. Ils repartent au combat. Merci Mélanie Frey. On va continuer à parler des départementales et on rejoint Flore Fenouillet dans le Var avec 2 premiers résultats définitifs pour ce premier tour. On vous écoute, Flore. Oui, bonsoir. Donc à Garéou, c'est l'un des 3 cantons du Var détenus par le Rassemblement national. La liste sortante, donc RN, est en tête. Jacques Danvy et Jessica Houet avec 44,64%, suivi de la liste Les Républicains portée par Jean-Martin Guisano et Marie-Laure Ponchon à 24,34% des suffrages. Ensuite, à Draguignan, les sortants Jean-Bernard Miglioli et Marie Ruzinski-Becker sont battus avec un score à 24,74% des voix. Donc les Républicains la liste est battue par deux listes en tête, Grégory Lowe et Christine Nicoletti qui arrivent eux en tête donc à Draguignan avec 43,47% des suffrages suivis du Rassemblement national, Philippe Palaruelo et Corinne Ragosa avec donc 31,90% des suffrages. Ça c'est à Draguignan pour le moment. Merci à vous, Flore Fenouillet. On le voit sur les terres ou les cantons qui avaient été gagnés par le Rassemblement national en 2015 dans le Var. L'exemple de Garéout, Jacques Danvy reste en tête et donc reste bien implanté dans le Var. On va revenir évidemment sur ces élections départementales, mais un mot sur l'intégration par Renaud Muselier de sympathisants de La République En Marche. On sait que vous n'étiez pas franchement pour, un peu comme Julien Aubert d'ailleurs. Aujourd'hui, avec le recul, vous voyez, vous avez des points communs. Non, on n'a pas commun, on est tous les deux républicains. Est-ce qu'avec le recul et à la vue des résultats de ce soir, c'était le bon choix ? Écoutez, il y avait 2 stratégies. Partir au 2e tour ou faire cette alliance. Moi, j'étais plutôt partisan de la première solution. Et en même temps, et vous avez dû m'écouter à l'époque, j'avais dit, peut-être que j'ai tort, et on verra si les faits me donnent raison ou tort. Et ils m'ont donné tort. Et aujourd'hui, si Renaud Muselier fait le score qui est le sien, je rappelle que Christian Estrosi, à la même époque, faisait 10 points de moins quasiment. Je pense que c'est grâce à cet apport de voix que le centre-gauche, centre-droit a pu lui apporter pour maintenir ce... Alors la fracturation de ce vieux monde qui est souhaité par le président Macron, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement... alors elle se poursuit, mais ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Il suffit de regarder les résultats de ce soir. La République En Marche n'existe quasiment pas. Et on retrouve les partis, j'allais presque dire traditionnels, en tête de ces élections.
Oui, je dirais que le match n'est pas fini. Il se terminera l'année prochaine. La fracturation, je ne sais pas s'il faut appeler ça une fracturation, mais c'est une évolution plus ou moins rapide, j'allais dire, du monde politique français, qui est normale, salutaire. Il faut qu'on réponde aux enjeux du XXIe siècle. C'est ce qu'on essaie de faire. Et évidemment, on le fera avec les forces que certains qualifient de l'ancien monde. J'ai jamais aimé l'expression, parce que je pense que si on est là, c'est aussi parce qu'il y a eu cet ancien monde, entre guillemets. Mais tout ça me semble aller dans la bonne direction. Et moi, ce que je retiens dans notre région, même si la participation n'a pas été énorme, relativement à d'autres régions, elle a quand même été bonne, et on a fait baisser, et en tout cas fait mentir les sondages avec un score du Front National qui aujourd'hui est à touche-touche, ou en tout cas pas très éloigné de celui de M. Muselier. On va revenir sur les élections départementales avec tous les deux. La République En Marche présente dans la moitié des cantons pour le département des Bouches-du-Rhône, mais c'est à peu près partout sur l'ensemble des départements de notre région, et encore avec des alliances à géométrie très variable. Christophe Masse, par exemple, qui a intégré Territoire de Progrès, qui est une association politique avec des ex-membres du Parti socialiste proche d'Emmanuel Macron, et Jean-Marc Perrin, par exemple, qui est un républicain encarté, qui part avec une dame de la République En Marche. Est-ce que ça trouble pas les lecteurs, ça? Et est-ce que ça participe pas à l'abstention que nous avons connue aujourd'hui? Bon, l'abstention, elle n'est pas de notre fait. Ça fait 10-15 ans qu'on a une abstention record dans notre pays. On pourra s'interroger sur les causes profondes, mais à mon sens, ce ne sont pas celles-là. Vous citez ces exemples. On a dans notre gouvernement ça, aussi des personnes... c'est 2 exemples concrets. Oui, mais non, vous avez raison. Une même élection dans un même département. Mais je peux reprendre par exemple l'exemple du gouvernement. Vous avez des personnes de gauche, de droite. On a Édouard Philippe, on a Jean-Yves Le Drian qui travaille dans le même gouvernement. Alors c'est vrai qu'on prend un peu plus de temps que prévu, j'allais dire, à convaincre les Français du fait que cela nous semble être la bonne solution que de réunir les énergies et les personnes qui souhaitent faire avancer ce pays, et peu importe d'où elles viennent. Et c'est ce qu'on démontre aussi au niveau cantonal, départemental. Et on continuera à le faire parce que c'est notre ADN et on pense que c'est l'avenir de ce pays. Élection départementale qui alors vous l'avez dit, Saïd Hamada, il faudra attendre le deuxième tour dimanche prochain, mais qui risque de procurer à la droite, mais la droite républicaine, traditionnelle, quasiment un grand chelem. Oui. Donc on est toujours dans cet, excusez-moi, ancien monde qui est le vôtre. Oui, non, mais d'abord deux choses. La grande perturbation de l'échiquier, en fait, c'est l'inverse qui se produit en France aujourd'hui. La République En Marche descend quasiment en dessous du niveau des 10% et le Rassemblement national est en baisse. Je note quand même que les candidats comme Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, qui ont été très clairs, font des scores très élevés. Ce qui prouve qu'il y a une attente plutôt d'une droite qui soit avec un périmètre délimité. Ensuite, effectivement, comme on a une faible participation, il n'y a pas de triangulaire. Et donc, du coup, celui qui est le mieux implanté face au Front National est quasiment automatiquement élu. Alors, évidemment, c'est très agréable pour celui qui est sortant. C'est une bonne nouvelle, d'ailleurs, pour mes couleurs politiques. C'est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie. On parle beaucoup de République. On devrait quand même se pencher très sérieusement sur la démocratie, parce que quand vous faites 30% de 30%, en fait, vous faites 9% des inscrits. Sûr, oui. Vous êtes élu par une personne sur 10 que vous rencontrez dans la rue. Et je pense que ça affaiblit totalement et qu'on devrait être vraiment inquiet. Alors, on dit, on glose, etc. On fait semblant de redécouvrir la chose. Là, c'est pas la Covid, c'est pas la mer, c'est pas le climat. Je crois simplement. Enfin, c'est entre vos mains, parce que la représentation, c'est entre vos mains. La représentation nationale, c'est vous. Donc, il y a peut-être un travail à effectuer de votre part et peut-être une responsabilité à porter. Nathalie. Oui, allez, place au direct, priorité au direct. Je vous propose d'aller dans le Vaucluse, sur le canton de Cavaillon, retrouver le candidat du Rassemblement national, Jean-Pierre Perard. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que la liaison est établie? Jean-Pierre Perard à Cavaillon. On va peut-être le retrouver. Ah, ça y est, il arrive, me dit-on. Ça y est, je le vois. Voilà, bonsoir Jean-Pierre Perard. On le voit, là, vous avez encore du monde derrière vous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, c'est vous qu'on a du mal à entendre. En attendant la liaison, peut-être je peux donner quelques résultats. On vous retrouve dans quelques minutes et je vais peut-être donner quelques résultats. Allez, on part dans le Var avec quelques résultats. Roquebrune-sur-Argent, dans le Var, où on voit que le Rassemblement national est en tête. Franck Ginetti-Rennes G avec 41,7% des suffrages. Duel aussi avec cette fois Olioul dans le Var. Toujours Robert Beneventi et Laetitia Quilici en tête
avec 53,1%, en duel aussi avec le Rassemblement national qui arrive en deuxième position. On reste dans le Var, Sainte-Maxime, avec une première surprise. C'est Marc-Étienne Lanzade et Christiane Larda, divers extrême droite, qui est en tête avec 30,7%. En ballottage avec Véronique Lenoir et Philippe Leonetti, divers droite. Le candidat du Rassemblement national n'est pas représenté. Sur Sainte-Maxime, La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, cette fois on part dans les Bouches-du-Rhône. La Ciotat, Patrick Gigonetto et Daniel Millon, qui est la maire donc de Cassis, qui s'était présenté divers droite LR et qui est en ballottage favorable avec 42,1% des suffrages. Le Rassemblement national est en seconde position. Et puis on retourne dans le Vaucluse, Valréas, avec Damien Broc et Ludivine Suau à Valréas. Le Rassemblement national est en ballottage favorable avec 33,2%. Est-ce qu'on retrouve Jean-Pierre Perard ? Oui, non. Est-ce que la liaison a été rétablie ? Pas encore. Allez, place au débat, place à vous, Thierry. On va essayer de... Ça y est, il me semble il me semble que la liaison est établie. Allez, c'est les couacs du direct. Jean-Pierre Perard, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, nous sommes très satisfaits. Vous êtes en tête, excusez-moi, pour le Rassemblement national sur le canton de Cavaillon, dans le Vaucluse. Absolument, nous sommes en tête et je tiens à remercier les électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national et la droite populaire. Ce sont des électeurs qui ont envie de changement, qui veulent que les élus s'occupent de leur cas et pas qu'il y ait d'arrangement entre amis. C'est pour ça que nous avons, contre le sénateur sortant et conseiller général sortant et la vice-présidente du conseil départemental, présenter un binôme qui est là pour les Cavaillonnais, qui est là pour les Commantois, et nous allons tout faire pour transformer l'essai que nous avons marqué aujourd'hui afin que la droite populaire et le Rassemblement national réussissent à prendre le pouvoir. Jean-Pierre Perard, vous l'avez dit, là c'est le premier tour, vous êtes en ballottage favorable. Est-ce que vous allez briser ce plafond de verre ? Est-ce que vous avez suffisamment de réserves de voix pour espérer l'emporter sur ce canton ? Alors le plafond de verre est déjà brisé. Nous avons 350 ou 380 voix de plus. En ce qui concerne la suite, nous aurons comme adversaire les Républicains et peut-être la République en marche. La République en marche qui doit se prononcer ce soir pour savoir si elle fait allégeance pour les Républicains ou bien alors si elle ne donne pas de consigne de vote. En tout état de cause, nous sommes là pour gagner. Nous allons continuer notre campagne pendant la semaine qui vient et avec Bénédicte Ozano qui est également candidate pour les régionales, nous allons faire en sorte de faire gagner la droite populaire et le Rassemblement national. Merci à vous. Merci encore. Je vous propose maintenant de partir dans les Hautes-Alpes, retrouver Lucie Robert. Lucie Robert, est-ce que vous avez des nouveaux résultats, une tendance pour ce département ? Oui, et la tendance qui se dégage ici ce soir, c'est que la majorité sortante de centre droit est plutôt sereine. C'est la prime aux sortants qui semble jouer dans les Hautes-Alpes pour ce scrutin, avec notamment des candidats élus dès le premier tour. C'est assez rare au départemental. Par exemple, le premier vice-président du département, Patrick Ricou, et son binôme dans le canton de Saint-Bonnet-en-Champsaur. C'est le cas aussi pour Marcel Cana et Valérie Garcin-Eméou dans le canton de Guillestre. Et beaucoup d'autres binômes, s'ils ne sont pas élus au premier tour, sont en position très favorable pour le second tour. C'est le cas dans plusieurs cantons à Gap, c'est le cas à Vennes, l'Argentière-l'ABC. Entre autres, à gauche, alors le groupe soutenu par le Parti socialiste maintient, lui, 2 binômes sur Gap et le groupe collectif citoyen maintient, quant à lui, 4 binômes pour le second tour dimanche prochain. Merci Lucie Robert. Je rappelle que vous étiez dans les Hautes-Alpes. Place au débat. Thierry Bézère. Pour l'instant, un petit peu trop tôt pour se prononcer sur ces départements. Oui, peut-être à la fin de cette soirée, la démocratie, le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Nous évoquions peut-être la nécessité de revoir notre fonctionnement démocratique et nos institutions. Christelle Lagier, une triangulaire donc qui s'annonce pour ces élections régionales, avec vraisemblablement un Rassemblement national qui se frotte les mains. Et puis avec le mode de scrutin des élections départementales, beaucoup de
duel est quasiment pas triangulaire. Le mode de scrutin empêche ça, puisque c'est 12,5% des inscrits, mais quand il y a une abstention très forte, là on est à quasi 35-40% des inscrits pour être au second tour. Donc des duels beaucoup plus difficiles à négocier pour le Rassemblement national, pour les départementales. Est-ce qu'effectivement, là, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures et des choses urgemment à revoir? Votre sentiment à vous, et puis évidemment, on vous attend là-dessus. Oui, sans doute, après cette configuration un peu particulière, finalement, ces résultats auxquels on ne s'attendait pas vont peut-être remettre un petit peu de clarté là où il n'y en avait pas. Donc peut-être que ça va faciliter les choses aussi pour les citoyens et leur positionnement. Finalement, une gauche qui se maintiendrait là sur la région, ça va à un moment donné donner aussi aux électeurs de gauche la possibilité de voter peut-être positivement, alors qu'ils votent depuis des années contre des candidats. Donc est-ce que tout ça, ça va dans le sens d'une recomposition? Sans doute. Et du point de vue des institutions, oui, sans doute des choses à revoir et surtout une clarté aussi pour le citoyen. Alors, vous qui faites partie des législateurs de la représentation nationale, je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui, est-ce que ce que nous sommes en train de vivre peut inciter, quelle que soit d'ailleurs son appartenance politique, la représentation nationale, donc les députés de la nation que vous êtes, à peut-être réfléchir sur ces questions-là? Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est pas la même chose un scrutin uninominal et un scrutin de liste. Oui. Parce que dans le scrutin de liste, si vous maintenez... rentrer dans la technique parce que c'est complexe. Si vous avez un scrutin de liste, vous maintenez, vous avez des élus. Alors que quand vous êtes au départemental, vous maintenez, vous faites perdre. Donc je pense que la réflexion n'est pas la même. Deuxièmement, le scrutin proportionnel, c'est fait pour représenter tout le monde. Vous avez bien vu là que les listes se retirent pour empêcher les uns les autres de gagner. Donc en fait, on arrive à un système appauvri. En revanche, je pense qu'il faut réfléchir sur la reconnaissance du vote blanc. Oui. Voilà. Et ensuite, réfléchir un jour peut-être sur ce que font les Portugais ou les Belges sur le vote obligatoire. Parce que si un jour on descend à 15 ou 20% de participation, quel sens aura notre démocratie? Il y a le vote obligatoire avec une amende pour les Belges ou les Suisses, je crois, qui s'ils ne vont pas voter, sont sanctionnés financièrement. Oui, les Belges, c'est l'exemple le plus proche et qu'on connaît le mieux. Et c'est vrai que, pour tout vous dire, je travaille sur une mission que m'a confiée le Premier ministre sur l'égalité des chances sous l'angle de l'équité territoriale. Et je me pose la question de savoir si ce n'est pas une proposition que je ferai. Parce que c'est vrai qu'on appauvrit la démocratie. Très peu de personnes aujourd'hui décident qui sont les élus. Avec 2000, 3000, 4000 électeurs, vous arrivez à avoir un député, ce qui est quand même excessivement peu. Et on a des élus qui, malheureusement, bon an, mal an, pas pour les meilleurs d'entre eux, vont travailler pour celles et ceux qui les ont élus, et pas forcément pour toute la population qu'ils sont censés représenter. Et ça, c'est un biais. C'est un biais, notamment lorsque l'abstention est aussi importante. Et donc, je pense que l'une des manières... Mais j'ai réfléchi et je ne sais pas encore si je ferai cette proposition. Mais en tout cas, l'une des manières de faire en sorte que les élus s'intéressent à toute la population et qui peut-être résolverait à terme cette question de l'abstention, ce serait d'instaurer le vote obligatoire. Alors, un mot sur les sondages. Évidemment, on a beaucoup parlé des sondages. Nous-mêmes, nous avons publié plusieurs sondages qui donnaient à peu près tous le même résultat. Vraiment, on était dans des résultats qui étaient quasiment... identiques, quel que soit l'organisme de sondage qui les effectuait. Il faut faire la différence désormais, à votre avis, entre un sondage préélectoral, c'est-à-dire on appelle les gens qui sont chez eux, et des sondages à la sortie des urnes qui semblent être quand même plus proches de la réalité. Alors sur les sondages préélectoraux, on appelle de moins en moins les gens. La plupart des sondages se font en ligne. Donc déjà, on ne sait pas qui répond. Toute la différence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui répond. Oui. C'est-à-dire à un moment donné, et on a aujourd'hui, on le sait, dans les instituts de sondage, énormément de difficultés à trouver des répondants. Donc on a aujourd'hui des professionnels de la réponse qui répondent à des enquêtes et qui sont aussi gratifiés en fonction de leur réponse. Après, les sondages qui sont sortis des urnes, effectivement, on a des électeurs en face de nous qui viennent de sortir. Et là encore, on reste dans la déclaration pour en faire en tant qu'universitaire et sociologue du politique. On sait que les gens nous déclarent quand même ce qu'ils veulent. Mais c'est sûr qu'on est sur des sondages qui sont quand même beaucoup plus fiables que ceux qu'on a pu avoir précédemment. Il y a une époque où le Rassemblement national était sous-évalué, parce que les gens n'osaient pas dire qu'ils avaient voté pour le Rassemblement national. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est terminé? On sait aussi que les instituts de sondage redressent, et ils le redressent toujours en fonction des élections précédentes. Donc là, on est peut-être parti un petit peu haut, et c'était Marion Maréchal Le Pen qui était candidate en 2015. On peut se poser la question de savoir si la notoriété de Thierry Mariani au Rassemblement national était la même. Vos réactions sur les sondages? Je crois que c'est le reflet aussi du fait que les gens ont de moins en moins d'idéologie et parfois se déterminent dans le bureau de vote. Et quiconque a tenu un jour un bureau de vote sait de quoi je veux parler. Des gens qui arrivent et qui, au dernier moment... Le changement d'avis au dernier moment... Oui, tiens, j'ai voté pour lui, il a une bonne tête, ou tiens, j'aime bien le papier. Je l'ai vu, moi, ça. Donc le sondeur ne peut pas prévoir, si vous voulez, cette part de variabilité et d'intermittence. Voilà. Puis après, vous avez des gens qui votent toujours de la même manière, donc ceux-là, effectivement, fournissent un socle. Mais je crois que la proportion entre les deux est en train de s'inverser.
C'est la madame. À la période que l'on vit, je pense qu'il va falloir prendre énormément de pincettes désormais avec les sondages. On se le disait tout à l'heure, je pense que les sondeurs aujourd'hui n'ont pas le vent en poupe, en tout cas c'est pas un métier d'avenir à mon sens, à l'heure où on se parle. Mais non, ce que je veux dire c'est qu'on a vu l'influence que peuvent avoir les sondages sur le comportement des électeurs. C'est là où peut-être il y a un vrai biais. Je pense que désormais il va falloir quand même prévenir celles et ceux qui écoutent les sondages qu'il y a des biais et que les biais sont extrêmement importants et qu'il faut faire attention à ce que l'on écrit, ce que l'on dit sur la base des sondages. Nathalie Radouaz. Allez, on part tout de suite en direct retrouver Frédéric Porré à Avignon. Frédéric Porré, est-ce que vous avez une tendance un petit peu qui se dégage ou de nouveaux résultats ? Alors, au Pontet, dans le canton du Pontet, en fait, Joris Hébrard, le maire RN, rate de peu l'élection au premier tour avec près de 60% face à Philippe Pascal, 40% de l'Union de la gauche, mais il n'y avait pas assez de votants par rapport au nombre d'inscrits. À Pertuis, on s'achemine vers une triangulaire. Jean-François Lovisolo arrive en tête avec 45%. C'est le maire de la Tour d'Aigle, président de l'association des maires, et longtemps il a été le patron du PS en Vaucluse. Il se présentait sous l'étiquette de l'Union de la gauche. Il devance Jean Escoffier du RN à 22% et le candidat LR Henri Lafont avec 18% peut se rester en lice. Après, dans le canton de Carpentras, Hervé Delepinot, le candidat sortant du RN, est en tête avec 42%, mais en deuxième position, on retrouve Francis Adolphe d'Hiver Gauche avec 21%. Alors, Francis Adolphe a été longtemps le maire PS de Carpentras, mais là, il n'avait pas l'investiture. Dans le canton d'Apt, on s'achemine vers un duel à droite avec la maire Dominique Santoni, LR, qui arrive en tête avec 33%. Elle devance Richard Kitaef, le maire de Gordes, qui se présentait sous l'étiquette d'Hiver Droite, avec 27%. Et Richard Kitaef s'était rapproché de Thierry Mariani à quelques jours du premier scrutin. Enfin, je vous rappelle qu'à Sorgues, Thierry Lagneau arrive largement en tête avec 49% et c'est le candidat LR. Merci Frédéric Porré pour tous ces résultats. Je vous propose à présent d'écouter cette interview d'Éric Ciotti. Il avait fait savoir son désaccord par rapport au régional. Il s'exprime sur les départementales. On l'écoute. Par nature, je souhaite toujours la victoire de ma famille politique, mais je la souhaite dans la clarté, dans l'absence de confusion et dans une opposition claire à ce pouvoir qui a abîmé la France. Et ce soir, ce pouvoir subit une véritable déculottée puisque la plupart des listes En Marche sont éliminées. Et s'il y en avait une en Provence-Alpes-Côte d'Azur, bien sûr, elle n'aurait pas franchi le cap nécessaire pour le maintien au second tour. Donc c'est un regret. Mais ce soir, je veux souligner et saluer la belle victoire de la majorité des Républicains dans le département des Alpes-Maritimes. Et si vous le permettez, je vais me consacrer ce soir à cette victoire. Voilà, on a écouté, on l'a vu, Éric Ciotti qui maintient sa position et qui s'oppose à toute alliance avec La République En Marche. Alors on continue avec quelques résultats dans les Bouches-du-Rhône. Au Bagne, avec Judith Dossemont et Gérard Gazet, les Républicains qui arrivent en tête avec 37,5% des suffrages en ballotage, avec le parti de gauche Europe Écologie Les Verts. Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, Valérie Guarino, Éric Ledisset, sans surprise, LR arrive en tête. Je rappelle que c'était les candidats sortants, donc c'est la prime aux sortants. Ensuite arrive en tête à Château-Renard aussi, dans les Bouches-du-Rhône, Corinne Chabot et Lucien Limousin, les Républicains qui arrivent en tête en ballottage favorable avec 35,7% talonnés par le Rassemblement national. Dernier résultat dans les Bouches-du-Rhône, Tretz, Béatrice Bonfillon, Chiavassa, j'espère que je prononce bien son nom, et Arnaud Mercier, les Républicains qui sont en ballottage avec 39,12%, alors que justement la présidente sortante du conseil départemental des Bouches-du-Rhône devrait s'exprimer. On l'écoute, elle s'exprime. Alors on voit Martine Vassal avec Lionel Royer-Perrault, c'est le binôme qui est au complet devant nos caméras. Candidat dans Marseille 10, pas beaucoup de surprises sur ce canton.
On imagine qu'elle va s'exprimer plus largement. Lionel Royer-Perrault qui devrait, si tout va bien, nous rejoindre sur ce plateau à 23h30. Martine Vassal, qui est d'ailleurs la seule candidate pour le département des Bouches-du-Rhône déclarée à la présidence, puisque ni le Rassemblement national, ni la gauche, visiblement, ne s'est mis d'accord pour désigner une tête de gondole, si je puis m'exprimer ainsi. Martine Vassal qui ne devrait pas tarder à s'exprimer. Est-ce que vous nous entendez, Martine Vassal? Nous vous écoutons. Vous êtes sur France 3 et nous vous écoutons avec beaucoup d'attention. D'abord remercier tous les électeurs qui ont apporté leur suffrage aux candidats de Provence Unie et qui nous ont ainsi placés dans une position très favorable pour le deuxième tour. Je veux également remercier très chaleureusement Lionel Royer-Perrault, mon binôme, sur le canton 10 de Marseille, et l'ensemble de nos candidats qui se sont engagés partout dans notre département des Bouches-du-Rhône. L'abstention a été forte. Mais le contexte sanitaire, même s'il s'améliore, n'est évidemment pas propice à une mobilisation importante. Et je souhaite aussi dire un immense merci à tous les bénévoles qui ont tenu les bureaux de vote aujourd'hui et qui se sont mobilisés et qui ont permis aussi de faire vivre la démocratie malgré tout. Notre bilan, notre capacité à rassembler a donné une légitimité forte aux candidats de Provence Unie. Et ceci partout sur notre territoire. Oui, nous sommes très reconnaissants de la confiance que les électeurs nous ont témoignée. Et il reste désormais à confirmer notre avantage dimanche prochain. Et ceci de manière à écarter les candidats du Rassemblement national. Nos seuls adversaires ce soir. Nous le disons clairement. Les propositions démagogiques des candidats d'extrême droite ne sont pas la réponse aux préoccupations des Provençaux et des Provençales. Leur absence de vision, leur solution concrète absente aussi, représente un danger réel d'une gouvernance hasardeuse qui mettait en péril l'avenir de tout notre territoire. Votre quartier, votre quotidien, les projets locaux pour améliorer votre qualité de vie, ils n'en ont que faire. Et leur candidature n'est que le marchepied pour Madame Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022. Alors ne vous trompez pas, parce que nos propositions, elles sont claires. Notamment, il n'y aura aucune augmentation d'impôts pour un département uni, pour un département fort. Et nous nous sommes engagés à répondre à vos problèmes du quotidien et aussi à ceux de demain. Vous connaissez notre implication. Vous savez que nous sommes des élus à votre écoute, à votre service et fidèles aux engagements que nous prenons. Alors dimanche prochain, nous en appelons à la large mobilisation en faveur des candidats de Provence Unie, ceux qui défendent les valeurs de la République, des hommes et des femmes engagés, qui défendent nos territoires, qui défendent nos habitants, qui défendent tous nos territoires et tous nos habitants. Merci, à dimanche prochain. On vient d'écouter donc Martine Vassal, la présidente sortante LR, candidate donc à sa propre succession. On entend, Thierry, un discours de victoire et surtout un appel à se mobiliser contre le Rassemblement national. Absolument, Martine Vassal, je le disais, seule candidate déclarée à la présidence du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Je voudrais qu'on revienne sur le discours d'Éric Ciotti, Julien Aubert. On le sent presque amer, c'est-à-dire qu'il commente de façon très rapide le résultat des élections régionales, tout en exprimant à nouveau son opposition à la liste qui a été fabriquée par Renaud Muselier, et il tourne la page pour passer au départemental. Comment est-ce que Éric Ciotti va pouvoir reparler à Renaud Muselier la semaine prochaine ? Je suis pas quel que soit le résultat. Reparleront facilement. Quel que soit le résultat. Oui, clairement, il y a eu des mots échangés, une violence, une virulence, au-delà, je dirais, des différentes stratégies. Et c'est vrai que le message, c'était qu'en fait, on n'avait pas besoin d'En Marche. Effectivement, il y aurait eu un score plus bas aujourd'hui, mais quand on voit ce qui se passe dans le reste du pays, la victoire de Xavier Bertrand ou de Laurent Wauquiez, on comprend bien que d'autres stratégies auraient pu être tentées. On ne le saura jamais de toute manière. Moi, je ne ressens pas, je dirais, de l'amertume, mais simplement
simplement, c'est vrai qu'à partir du moment où il s'est retiré du jeu, il y a peut-être une volonté de ne rien dire qui pourrait être ensuite utilisé en cas d'évolution défavorable contre lui. Et donc il préfère se replier sur les départementales où de son point de vue, les choses sont plus claires. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des cicatrices. Des règlements de compte. Hein. Il va y avoir des règlements de compte, oui, mais voilà, parce que ça fait de nombreuses années que les Républicains n'assument pas leur dualité. Des résultats, Nathalie et puis, oui, des résultats qui viennent de tomber. Allez, on part dans le Var avec ce résultat un petit peu sans surprise à Fréjus. Terre bien ancrée pour le Rassemblement national. Christophe Kioka et Sonia Lovard, donc du Rassemblement national, arrivent largement en tête avec 54,6%, loin devant les candidats LR. On reste dans le Var avec Solliès-Pont dans le Var. Là aussi, le Rassemblement national est en tête avec 35,9% ballottage, vous le voyez, divers droite pour le binôme qui arrive en duel. Saint-Cyr-sur-Mer, toujours dans le Var, Valérie Fernandez et Jean-Marc Ménéchini du Rassemblement national, encore en tête avec 36,6% ballottage favorable, loin devant, quand même assez loin devant Marc Loriol et André Sama, divers droite. Et puis on part dans les Alpes d'Haute-Provence à Riez avec Eliane Bareil, Claude Bondil, les Républicains qui sont en tête, ballottage avec 28,9% des voix. Digne-les-Bains, on reste dans les Alpes de Haute-Provence, Pierre Catillon et Sandra Raponi, les Républicains qui sont aussi en ballottage favorable avec 26,1% des voix. Un dernier, Fourcalquier, toujours dans les Alpes de Haute-Provence, Michel Dalmasso et Patricia Paul arrivent en tête, ballottage favorable avec 40,9% des suffrages. Voilà pour ces derniers résultats. C'est la stratégie de La République En Marche entre les deux tours. Éric Ciotti disait République En Marche balayée. Si elle avait été candidate aux élections régionales, la liste n'aurait pas dépassé le stade du deuxième tour. C'est quoi la stratégie de La République En Marche? C'est essayer entre les deux tours de nouer des alliances, histoire d'avoir quelques élus à la fois dans les départements et la région. Alors la région, c'est déjà fait. Non, mais la stratégie de La République En Marche, depuis le début, c'est évidemment d'avoir des élus comme tout bon parti politique qui se respecte, et sur des régions emblématiques, notamment comme celle de la région Provence-Côte d'Azur, de faire en sorte que le Rassemblement national n'ait aucune chance, en tout cas de limiter ses chances de prendre la région. Et je pense que la stratégie sur notre région a été la bonne, n'en déplaise à monsieur Ciotti. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et c'est même peut-être la meilleure réponse qu'on puisse lui faire. Sur le reste du pays, si vous voulez, évidemment, nous, on est déçus des résultats que l'on a pu obtenir. Et il faudrait qu'on ait un vrai travail introspectif pour savoir ce qu'il s'est passé à l'échelle nationale. Des élections intermédiaires comme celles que nous vivons ce soir. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à vous imposer sur le territoire? Bon, il faut qu'on l'analyse tranquillement, sereinement, qu'on prenne tous les résultats, y compris les résultats cantonaux. On voit bien qu'il y a eu une prime au sortant, on voit bien qu'il y a eu très peu de participation. Donc tout ça joue quand même beaucoup. Donc il faut analyser et bien pondérer les choses et pas non plus faire des mouvements de balancier et aller sur des décisions qui seraient, à mon sens, pas forcément bien inspirées si on considérait que les 30% de participation représentent les 100% des Français. C'est en tout cas ce biais qu'il ne faut pas avoir. Mais évidemment, pour nous, c'est une mauvaise surprise au niveau national. Ce serait encore une plus mauvaise surprise si une région basculait dans le cadre du Rassemblement national. Julien Aubert. Deux choses. D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que si ce soir Renaud Muselier était à 23, peut-être que M. Félicia n'aurait jamais pris le risque de se maintenir. Et donc, il faut faire très attention aussi, c'est que ça se joue en deux tours. La deuxième chose, c'est que La République En Marche et le Rassemblement national, c'est finalement en inversé. Au RN, la marque est forte, mais Marine Le Pen n'est pas très appréciée. À La République En Marche, Emmanuel Macron est apprécié, mais la marque LREM ne marche pas. Et donc, du coup, vous avez des résultats un peu différents, c'est-à-dire qu'au cantonal, vous mettez des inconnus avec l'étiquette RN, ils font un gros score, alors que des inconnus avec l'étiquette LREM, ça ne marche pas. Peut-être que si vous aviez présenté Emmanuel Macron dans des cantons, il aurait été élu conseiller cantonal. Mais ça ne marche pas non plus pour les Républicains lorsqu'ils ne sont pas sortants. Parfaitement, parce que la marque des Républicains... Non, pour les sortants, ça marche très bien. Lorsqu'ils ne sont pas sortants. Vous prenez à Sorgue 50%, lorsqu'ils ne sont pas sortants. Mais pour les nouveaux candidats, ça ne fonctionne pas non plus. Nous avons exactement le même problème, parce qu'il ne vous aura pas échappé aussi que notre image a été un peu brouillée. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau.
Ça y est, ça se termine pour cette tranche. Restez avec nous pour cette soirée électorale dans quelques minutes. Nous aurons Jean-Laurent Felizia qui sera en direct avec nous à partir de 23h30. À tout à l'heure.